Moi, c'est Paume. Moi, je suis un garde forestier syndiqué. Je travaille donc à l'Office national des forêts et je suis ici à titre syndical. Petit distinguo quand même, et parce que je suis le SNUFEN, le syndicat national unitaire des professionnels forestiers de l'environnement, Solidaire Forêt. Moi ici, je vais vous parler de l'état actuel de la forêt, en vous balançant quelques grandes généralités. Je ne vais pas rentrer trop dans la technique forestière. Je vais sans doute être jargonnant, donc si à la fin il y a des termes que j'ai employés qui vous paraissent pompeux ou difficiles à comprendre, n'hésitez pas à m'interpeller avant que je passe la parole à Sauveur. Donc la forêt française actuelle, globalement, c'est pas parce qu'elle gagne en surface qu'elle va bien. Elle est fragilisée par le réchauffement climatique. Il vous a pas échappé qu'un arbre n'a pas de pattes et qu'il se déplace et s'adapte beaucoup moins vite que d'autres formes de vie. Par exemple, toutes les plantations d'épicéas dans le Grand Est qu'on s'est amusé à planter dans la zone pleine, elles sont en train de toutes crever. Il y en a plus une seule qui tient debout, ça nous donne des volumes de mortalité énormes. Et ça me permet de rebondir sur les chiffres que vous voyez, sur le plus 125% de mortalité des arbres en 10 ans. C'est ça. Partout où on s'est amusé à planter de l'épicéa en plaine, il meurt. Il y a de cela 10 ans, justement, j'étais jeune étudiant dans la zone Limousin. Pareil pour le sapin de Vancouver. Les sapins de Vancouver, lors de la... Comment le décrire, il y a eu cette grande phase d'exode rural où on a enforesté tous ces territoires pauvres qui n'avaient pas un grand usage agricole valorisé. On a planté, grâce au Fonds forestier national, des arbres dessus. Les forestiers, dont l'ONF, ont fait des expériences, parfois gagnantes, parfois perdantes. Par exemple, le sapin de Vancouver, venant de l'île de Vancouver, qui se trouve un peu plus à Vancouver, en face sur la côte nord du Canada, côte ouest du Canada. Eh bien, disons qu'à côté, la pluviométrie béarnaise, c'est la Californie, quoi. Donc, je vous laisse imaginer, on était déjà limite sur l'aire de répartition et de la pluviométrie pour que l'arbre pousse, à la faveur du réchauffement climatique. On le quitte, cette pluviométrie. Et tous ces arbres où on s'est amusé à faire des expériences, parfois, et qu'on a planté alors que on était à la limite basse de l'aire de répartition, à la faveur du réchauffement climatique, on en sort. Et on se retrouve avec cette forte mortalité. Ça inclut également une diminution de la croissance, puisque un arbre, en période de sécheresse, il ferme ses stomates afin de privilégier sa survie et de réduire son évapotranspiration. Ce faisant, eh bien, sa période de croissance, ça devient le printemps et non plus le printemps et l'été. Et là encore, je vous fais des raccourcis. Qu'est-ce que je peux dire de plus mortalité? La hausse des prélèvements. Alors cette hausse des prélèvements, elle est due à deux choses. D'abord, il y a la récolte de cette mortalité. En effet, pour permettre un maigre revenu aux propriétaires, eh bien, on a récolté ces arbres en train de crever. Je vous le dis parce que l'ONF il a pris sa part. Mes collègues du Jura et du Doubs, il faut savoir que nous, les forestiers, les gardes forestiers, on a une saison de martelage qui d'ordinaire s'étale de septembre à mai-juin. Eux, ils ont martelé toute l'année. Ils n'ont pas martelé 2 jours par semaine comme il est la tradition. Marteler, c'est le fait de désigner les arbres que le bûcheron pourra abattre. Ils ont martelé 4 à 5 jours. Il faut savoir que nous, les Basques et les Béarnais, on a été appelés en renfort dans l'Allier à cause de la mortalité sur les chênes. Enfin, je sais pas. Enfin, c'est pour vous visualiser un petit peu la mortalité. Et donc, hausse des prélèvements sur ces arbres morts, mais également ces prélèvements, c'est aussi la technique forestière et cette tendance qu'on a à pousser à la coupe pour faire une recette, quelle qu'elle soit, sachant qu'il y a des exemples de forêts ayant de la mortalité qui arrivent à rebondir. Alors, il y a souvent un changement d'essence, il y a un fort taux de bois mort au sol, il y a provisoirement un risque incendie beaucoup plus fort, ça c'est pas ignorable. Ça permet de rebondir sur un diaporama suivant. Mais pour cet effondrement de la croissance totale, là, moins 54% sur 10 ans, eh bien ça, c'est la croissance en biomasse de la forêt. C'est le nombre de mètres cubes qui poussent, quoi. Et donc, toute cette hausse des prélèvements, plus ce risque incendie, qui va crescendo,
eh bien, ça permet d'émettre du carbone plus qu'on en capte. Pourquoi? Parce que la machine forestière et le gars qui actionne la tronçonneuse, eh ben, ils ne font pas à l'âge à blanc. Hein. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des énergies grises qui sont émises dans l'atmosphère au moment du travail du bûcheron. Et puis après, évidemment, le seul débouché de ce bois-là, c'est la valorisation à très court terme en bois énergie ou en bois industrie avec une courte séquestration, un court stockage sous forme de bois matériaux. Bon, ben, il y a une émission pratiquement directe. Le seul moment où le bois stocke réellement le carbone, c'est l'usage en bois de construction, ou bien c'est l'usage en bois de construction ou en ameublement quand c'est le meuble de grand papy qu'on transmet et qu'on va pas balancer à la déchetterie parce qu'il est temps qu'on vit. Voilà pour ce diaporama. Ok. Alors ça, c'est le scénario, c'est une projection RCP, c'est les projections qu'on utilise pour les aires de répartition. Là, c'est assez criant. Ça parle du être. Le être, comme vous le voyez, on parle d'un endroit. Alors, la compatibilité, c'est le bleu. Le rouge, c'est les zones. Le rouge et le blanc, c'est les zones où il faut s'abstenir. Et je ne me souviens plus ce qu'est le vert. Je vais m'excuser. Ce qu'il faut savoir, c'est que grosso modo, notre région, ça va devenir le Portugal en termes de climat, d'atmosphère générale. On va connaître une période pluvieuse de plusieurs mois et une période de franche canicule de plusieurs mois. Le hêtre est en Europe de l'Ouest l'arbre climatique des forêts tempérées de zones humides. Il pousse très bien, mais il faut de la flotte. Et climatique, ça signifie qu'il arrive en bout de chaîne de la pousse d'une forêt. Si vous partez d'un sol agricole ou d'une zone de plaine, progressivement, elle va s'enforester, d'abord avec des essences qu'on appelle nomades, comme le bouleau, ensuite avec des essences dryades, comme le merisier, le pommier, et enfin viendront les essences qu'on appelle climastiques, d'abord le chêne, puis le hêtre. Ce qui fait du hêtre et du chêne des arbres caractéristiques des zones forestières anciennes. Enfin, pareil, une grosse généralité, puisqu'il y a faudrait parler des processus de sylvogénèse et de comment une forêt se constitue, puis il y a l'aspect biodiversité. C'est pas parce qu'il y a un être que tout de suite la forêt est ancienne, mais on est un peu pressé par le temps. Et bien faire peut-être dans vos questions. Ok, je vous ai parlé de la bourse du risque incendie. Il faut savoir que nous a déployé la DFCI, la défense des forêts contre les incendies, et on a haussé les crédits de l'ONF à cause des événements du Pignada, mais également de ce qui s'est passé au niveau des dunes, de la dune du Pilat. L'État s'est dit, c'est quand même pas plus mal d'avoir un service forestier pour s'occuper de l'entretien et prévenir le risque incendie. Il faut savoir que le seul endroit où les pompiers ont pu commencer à lutter contre le feu, c'est grâce au travail de l'ONF. C'est un petit moment où je me brosse les épaules. C'est toute la forêt où il n'y avait pas d'acte de gestion à brûler, et il n'y avait pas possibilité, les pompiers mettaient leur vie en jeu à tenter de lutter avant d'arriver sur le pare-feu entretenu par l'ONF. Ça, c'est pour le rôle d'avoir une gestion forestière continue. Et ce risque incendie. Donc, je l'ai évoqué tout à l'heure en parlant de mortalité. Donc la mortalité des zones forestières, elle va crescendo. Il y a moyen de lutter contre. Il y a des méthodes déjà essayées, des essences nouvelles issues de la zone climatique voisine. La zone Maghreb, la zone cèdre de l'Atlas, le pin de Montresse californien. Enfin bref, faire de ce qu'on appelle de la migration assistée. Après, le risque, c'est qu'on fasse de nouveau les docteurs Mengele, comme on l'a de nombreuses fois fait dans l'histoire forestière. On s'amuse à planter en masse une essence miracle. On nous a déjà fait le coup à de multiples reprises. Au moment, déjà l'enracinement des landes, quelque part, c'était déjà ça. Ensuite, puisqu'il faut savoir que le pin maritime était présent uniquement sous forme de bosquets à droite à gauche, il y avait des forêts diffuses, mais on a enraciné des zones marécageuses dans nos landes. On a reproduit la même chose avec des arbres qui nous venaient d'Allemagne au sortir de la Première Guerre mondiale. Ensuite, on a planté ce pin à Vancouver. Il y a eu une grande période Douglas où on a endouglasé. Le Douglas, on appelle aussi comment on appelle le Douglas? Pseudotsula milesiensis.
en latin. Sapin de Douglas, voilà. On a planté en sapin de Douglas toute la zone auvergne. Pareil, on a saboté les peuplements autochtones. Il y a de longue date une lutte dans le Morvan sur les mêmes enjeux, couper les arbres autochtones pour planter de la forêt qui pousse, de la forêt qui crache. Et ensuite, on se retrouve avec de la mortalité induite par cette question de compatibilité avec de pluviométrie, de limites d'air de présence d'arbres qui ne sont pas supposés être là. Il y a aussi dans toutes ces questions-là des questions de flore associée. Lorsque vous faites venir un arbre de l'autre bout du monde, certains champignons et insectes sont ce qu'on appelle ubiclistes et réussiront à s'associer, donner lieu à une mycorhize, une forme de symbiose. Sauf que ce n'est pas le cas de tous. C'est même là non seulement il y a une perte de biodiversité, mais on expose ces arbres halogènes, dont les gènes nous viennent d'ailleurs, ils sont plus fragiles en fait, parce que hors de leur aire de répartition, ils ont moins d'alliés naturels. Par contre, tôt ou tard, la mondialisation nous amène leurs prédateurs. Ça a par exemple été le cas avec l'épicéa. L'épicéa, un insecte prédateur de l'épicéa nous est de Sibérie à travers le commerce. Grosse mortalité. Vous avez dû entendre parler dans la presse du nématode. Pareil, le nématode, de mémoire, il est argentin, à vérifier. J'ai pas non plus la science infuse. Et bien pareil, le commerce mondial nous l'a amené. Nématode du pain. Vraiment vérifier, j'ai un doute sur ce que je vous avance. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'était pas présent en Europe, à la base. Sachant que le nématode est une sorte de ver qui infecte un insecte autochtone, une sorte de capricorne. Un capricorne se retrouve infecté par un ver. Le ver est un parasite du capricorne. Et le nématode, lui, provoque la mortalité des peuplements de pins. Tout ça, c'est pour revenir sur cette idée d'associer d'ennemis lorsqu'on fait venir un truc de l'autre bout du monde. La migration assistée, elle a ses limites, il ne faut pas la présenter comme une solution miracle toujours. Il y a la résilience des peuplements, le darwinisme et le lamarckisme. Il y a des zones qui présentent une hygrométrie plus forte que la moyenne, où les arbres ont un patrimoine génétique où ils sont un peu plus résistants. Et il y a des phénomènes de sélection. Alors après, ça induit qu'il va y avoir beaucoup de pots cassés. Concrètement, la forêt telle qu'on la connaît, elle va se transformer. Déjà, de par cette baisse de la croissance, vis-à-vis que je vous expliquais sur les stomates, elle poussera beaucoup moins vite. Ça va avoir des répercussions sur bien sûr, nos potentialités de coupe, si on veut conserver une vision patrimoniale de la forêt. Patrimoniale ou matrimoniale, hein, c'est bien parce qu'il faut employer un mot. Tout le rôle de nous autres, les forestiers, c'est d'avoir cette vision long-termiste et non pas considérer la forêt comme une mine. Et je pense que je m'égare dans les détails. Je vais peut-être passer la parole à cela. Puis on y reviendra dans les questions, peut-être. Sur la carte juste avant, ah, oui. Ouais, le risque incendie, vous voyez autour du pourtour méditerranéen, c'est en fait, on a tendance à penser que c'est bon, on est à l'abri de ce genre de risque. Le réchauffement climatique, il se fait aussi sentir du pourtour méditerranéen. C'est-à-dire que les arbres qui sont habitués à des fortes chaleurs et de faibles régimes hygrométriques particuliers subissent également un effet supplémentaire de dérèglement lié au réchauffement climatique. Voilà. Donc ces risques-là, en fait, ils ne sont pas juste localisés là où on a l'habitude de les voir aux informations, etc. C'est des risques qui vont bouger également avec ces périodes de forte chaleur et de sécheresse associées. Donc c'est un risque incendie qui va bouger. Ça, cette carte, c'est 2050. Ça, c'est ce qu'a expliqué la camarade, c'est le risque avec les essences qu'on appelle le pyrophyte, qui tolèrent plus ou moins la flamme. Le pyrophyte et pyrophile, l'eucalyptus est pyrophile pour le coup, ça veut dire qu'il génère de la flamme. Et ce qui n'est pas le cas
du chêne liège, par exemple, qui a une excellente résistance à la flamme à cause de son organisation. Il faut savoir que nous, dans les Pyrénées-Atlantiques, on a déployé la défense des forêts contre les incendies. Et l'été, je suis réquisitionné avec mes collègues pour faire des patrouilles pendant les périodes de forte canicule. Et on a des crédits supplémentaires qui ont été mis pour créer des pare-feux là où c'était possible vis-à-vis du risque incendie. Et puis, typiquement, les phénomènes de coupe et de forêt clairsemée, en diminuant l'hygrométrie de l'atmosphère, en fait, on augmente la possibilité que ça crame aussi. En fait, le type de forêt est plus ou moins vulnérable. Par exemple, les résineux crament mieux. Les chênes rouges ont un feuillage abondant du fait de leur non-décomposition de leurs feuilles par rapport au fait qu'ils nous viennent d'Amérique. Et donc, les feuilles se décomposant lentement, ils nous font une litière bien épaisse qui nous fait des feux de litière présents. En fait, avoir une flore associée et une hygrométrie, plusieurs étages de végétation, certes, ça permet de mieux transmettre le feu au cas où le feu est déjà parti, puisque ça permet de sauter du rez-de-chaussée, la litière, jusqu'à la canopée. Mais en parallèle, ça maintient une hygrométrie plus importante et le risque de feu naturel dû à un coup de tonnerre lors d'un orage, il est plus faible. Alors, c'est à quel point on veut d'une forêt où il y a une forte intervention humaine et avec ce risque incendie, à quel point on tolère ça. C'est difficile de trancher et c'est pas votre frais ce soir. C'est un sujet compliqué, surtout qu'il y a le risque incendie, mais c'est pas du tout le seul risque. Il y a tout ce que tu nous as expliqué sur les phénomènes positifs associés à la forêt, le cycle de l'eau, l'érosion des sols, la chute de la biodiversité, la flore forestière, c'est 72% de la flore de l'Hexagone, sans compter les colonies. Les colonies, bon, ça fausserait les chiffres avec l'effet jungle. Et puis, enfin, il y a le risque de vent. Une forêt avec plusieurs étages de végétation risque moins de se casser la gueule toute seule lors d'une tempête. Une futaie Étienne, où tous les arbres ont le même âge, c'est une vulnérabilité augmentée à la tempête dans les 3 à 5 années selon l'intensité de la coupe après une coupe, puisque forcément il peut y avoir un effet Mikado avec le vent qui s'engouffre là où il n'y a plus le pied de l'arbre récolté. À l'inverse, s'il y a on laisse une strate arbustive et ce qu'on appelle aussi des arbres dominés dans le vocabulaire,